C'est quoi aujourd'hui les piliers de votre acquisition ? Au tout début de Doctrine, là où ils ont vu qu'il y avait un trou dans le filet et qu'il fallait y passer, c'était le SEO. C'est difficile à l'international. Il faut vraiment penser le pays, bien connaître les trucs. Il y a des canaux qui marchent moins bien qu'en France, il y en a qui marchent mieux. Je pense que la plupart des gens ne se rendent pas compte à quel point c'est difficile. Moi j'aime bien me dire qu'il faut maîtriser le plus de choses possible. Et c'est ce que je disais à la Business Academy, il y a un côté peut-être good guy, bad guy. En fait, je trouve que c'est aussi un peu ça le message de l'outbound, tu vois. Mais en fait, on n'a rien sans rien, donc tu vas prendre le téléphone et tu vas y aller. C'est quoi aujourd'hui les piliers de votre acquisition ? Historiquement, le playbook acquisition, ça a été le SEO. Le coup de génie au tout début de Doctrine, là où ils ont vu qu'il y avait un trou dans le filet et qu'il fallait y passer, c'était le SEO. Parce que on était à la fois sur à la croisée des chemins de l'open data, donc la mise à disposition d'informations, sur un modèle où tous les acteurs du secteur fonctionnaient derrière principalement des paywalls. Donc ils sont arrivés et ils ont dit tout ce qu'on indexe, c'est de l'information publique. Elle nous appartient pas. Elle appartient à la démocratie, elle appartient à la société. On va l'indexer gratuitement dans Google. Et en allant chercher que des recherches très intentionnistes de long tail. Bah oui. Donc tu vois, c'est vraiment... Et à mon avis, ça ne manque pas dans votre domaine. Donc. Ah bah non, je te confirme que rapidement, c'est... En fait, on était pile poil sur ce qu'est le pain rencontré au quotidien par les 150 000 juristes qu'il y a en France. Ouais. C'est j'ai besoin de cette information, elle est introuvable. Je suis en train de me taper la tête contre les murs. Je vais sur Google, je la cherche, je la trouve sur Doctrine. Et puis j'en cherche une deuxième, je retombe sur Doctrine. Voilà, au bout d'un moment, okay. J'ai compris les gars. C'est bon, j'ai compris. Vous avez trouvé la façon de vous positionner sur le marché. Et donc ce trafic SEO, mais c'est marrant, ça me fait penser à une anecdote. Juste avant l'été, je parlais à une avocate qui est cliente, qui est une ancienne ministre, qui a déjà derrière elle quelques années de travail, quelques décennies, et qui dit, je me souviens, quand j'ai commencé à travailler, on est dans les années 70-80, il est 3h du mat, je suis en train de tourner les pages d'un code, à essayer de trouver une information, mais c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est-à-dire que le temps que tu perds à faire ça, c'est rageant. T'as pas envie de faire ça à ce moment-là. Et donc nous, on vient compresser, accélérer ce travail de recherche pour que une personne comme elle se concentre sur l'essentiel. Je suis là pour analyser. Je suis là pour construire une stratégie. C'est un peu ça aussi qui m'a donné envie de venir travailler chez Doctrine. Okay. À chaque fois que j'ai parlé à des avocats, ils m'ont dit non mais tu te rends pas compte à quel point ma vie a changé depuis que j'utilise cet outil. Ouais. Et donc pour répondre à ta question, assez rapidement, on a passé des paliers significatifs de trafic et aujourd'hui on est autour du million de visiteurs mensuels, du million de visites mensuelles sur Doctrine. En France, il y a 150 000 professionnels du droit. Donc on voit bien aussi que le trafic qu'on attire dépasse très largement ce qu'est notre client idéal. Et là-dessus, ça nous a permis de créer un flow entrant continu de création de comptes. Je crois que tu as eu plusieurs centaines de milliers de créations de comptes sur Doctrine depuis nos 8 ans d'existence. Et assez simplement, ton form, c'est une gare de triage. Tu vas isoler ceux qui sont les plus pertinents pour rentrer dans un cycle de vente commerciale. Comme tu étais très bas de marché au début, tu es sur une vente qui est assez transactionnelle. Tu as des gens qui viennent, qui ont compris leur problématique, qui voient la valeur de ta solution. Donc, tu vas réussir à vendre assez rapidement. Le SEO reste aujourd'hui le moteur de notre pénétration de marché. La différence, c'est que comme on est remonté haut de marché, tu vas juste regarder, tiens, j'ai une création de compte dans un compte qui est peut-être prospect, que je n'ai pas encore signé, que je connais mal. Et donc, tu vas remonter par l'utilisateur pour comprendre qui sont tous les utilisateurs potentiels de ce compte-là, remonter jusqu'au décisionnaire et avoir un go-to-market qui s'appuie sur l'inbound pour ensuite convertir en outbound. Ouais, là, ce que tu es en train de décrire, c'est vraiment le product, le playbook product-led sales, tu vois, où je me sers de ce que j'observe côté produit pour aller essayer de remonter sur la partie sales. Voilà. Tout est suivi, tout est quantifié, c'est que de la donnée intentionniste d'usage, qui utilise, qui n'utilise pas, dans quelle mesure, et comment moi, en tant que commercial ou marketing, je positionne mes campagnes, mes messages, mon discours de vente pour réussir à convaincre. Mais c'est aussi, ça explique aussi la raison pour laquelle dans ta petite équipe, on en revient sur le fait que tu as une petite équipe, tu as quelqu'un dédié au sales enablement. Exactement. Ouais. Exactement. C'est essentiel. Si tu regardes un peu ce qui est, en tout cas, notre approche du go-to-market, tu as
tu as plein de métiers, mais tu as quelques clés de voûte. La première clé de voûte, c'est le product marketing. C'est comment est-ce que j'assure le pont entre ce qui est la proposition de valeur que l'équipe produit a développée et le discours que le sales doit porter pour être convaincant. Donc toute cette réflexion autour du messaging et du positioning qu'on fait en amont et ensuite va ruisseler dans l'intégralité des campagnes qu'on va faire côté marketing et grosse ou dans le discours de vente qu'on va porter côté commercial. Et quand tu as 60 commerciaux qui sont segmentés sur différentes verticales et puis différents métiers, tu as tous les métiers de la vente qui sont représentés, de SDR, AE jusqu'à CSM, tu dois quand même t'assurer, de la cohérence du discours entre ce que tu dis en externe, en marketing, en one-to-many, et ce que tu vas dire en one-one avec un prospect, et de la maîtrise de l'environnement juridique dans lequel nos clients évoluent. Et donc, on a assez rapidement créé cette fonction Sales Enablement au sein de l'équipe Go-to-Market pour s'assurer de la bonne formation continue de l'intégralité de l'équipe commerciale. Ok. SEO, cette partie donc Sales Enablement, d'autres leviers un peu majeurs que vous avez ? Si tu regardes les grandes tendances, en fait, à partir du moment où tu sais que les gens te trouvent naturellement avec ton SEO, ton enjeu, c'est pas tellement l'acquisition, ça va peut-être devenir la réassurance. Ouais. Donc, comment est-ce que j'utilise d'autres leviers pour accompagner mes prospects, mes utilisateurs dans un cycle de vente ? Donc, assez rapidement, le paid, que ce soit Google ou LinkedIn principalement en réalité, est venu non pas pour générer un nouveau lead, mais pour accompagner l'éducation de nos prospects. Et c'est un travail qui s'est fait, tu vois, on a essayé de faire en sorte que l'effort marketing se fasse au même rythme que l'effort commercial, ciblant les mêmes comptes, stratégie d'ABM également assez classique, mais qui garantissait nos chances de succès pour un prospect ou un client lambda. Et donc, le SEO, on va dire que c'est 95% de ce qu'on fait. C'est du trafic gratuit, c'est génial. C'est de l'acquisition gratuite. Les 5% restants, ça va être un mix de paid, un peu d'événementiel, mais qui ne sont pas des leviers, qui sont des leviers qui sont vraiment annexes pour nous. Et comme tu le disais, qui sont surtout pour de la conversion, en fait, ça aide à la conversion. Exactement. Ok. Je reviens juste tout à l'heure, tu disais... je parlais avec l'avocate qui regardait le code et tout. En fait, ça m'a fait penser à, je sais pas si tu as déjà vu, j'imagine vu que tu travailles dans ce domaine-là, la série Suits. Ah, bien sûr. Bien sûr. Et tu vois, moi, ça m'a fait penser à tous les juniors qui travaillent dans les cabinets et en fait, dont c'est le seul métier et qui sont dans l'espèce de cubicle, là, tu sais, ils sont tous les uns à côté des autres et ils passent leur journée à aller regarder la petite paperasse et tout machin. Ça me fait vraiment penser à ça. Mais c'est exactement ça, c'est pas cliché. C'est-à-dire que l'organisation d'un cabinet d'avocats, elle est hyper pyramidale, comme tu peux l'avoir dans beaucoup d'autres métiers. Mais quand tu arrives, tu es là pour apprendre le job, tu es là pour comprendre ce qu'est le droit, quand tu construis une stratégie juridique. Donc évidemment que c'est toi qu'on va envoyer à la mine, quoi. Tu descends à la mine. Et la version très archaïque, peut-être un peu cliché, ça marche plus trop comme ça. C'est vraiment de dire, attends, j'ai une pile de dossiers, tu vois, j'ai un tas de petits papiers là. Et il va falloir que je les épluche un par un et que je comprenne les liens qu'il y a entre chaque pour ensuite isoler ce qui a de la pertinence pour commencer à constituer un dossier. Non, tu vois, tu peux plus travailler comme ça aujourd'hui, pas à l'ère de l'intelligence artificielle où, encore une fois, l'enjeu, c'est pas de faire le job à la place d'eux. C'est juste de faire en sorte que le professionnel se concentre sur ce qu'est son cœur de métier. Pas tellement gagner du temps. Si c'est la finalité, tu gagnes du temps. Mais c'est surtout pas en perdre. C'est ça qui est insupportable, c'est perdre du temps sur des choses que tu sais pouvoir faire de manière plus rapide, plus efficace, plus optimisée. Ouais. Et puis il y a un truc que tu disais aussi, c'est à 3h du mat en train de faire ça. Va dormir. Non mais t'imagines. Et puis c'est ça tous les jours. Tu sais, quand t'as les yeux rouges, tu sais plus comment tu t'appelles. Ouais, non mais je vois très bien. Il y a un gros pilier en fait aussi de votre stratégie marketing globale qui repose sur du contenu. Et on a déjà eu l'occasion d'en discuter. Bon, il y a la partie SEO. Bon, je mets ça un peu de côté, mais après donc au niveau des ads, je sais que je suis déjà tombé du coup sur des vidéos de doctrine, des choses comme ça. Alors que t'es pas avocat, on a un problème dans notre ciblage. Non, mais je suis allé investiguer, tu vois, par moi-même. Mais c'est quoi un peu... Comment est-ce que vous travaillez votre contenu ? Qu'est-ce que vous faites ? C'est quoi un peu les formats que vous exploitez ? Dans quel objectif ? Ouais, c'est une bonne question. T'as dit au tout début qu'on était arrivé très vite sur ce marché. Et c'est vrai. Non, genre, ça a pris comme un feu de paille. On est arrivé très très vite, trop vite même,
pour une partie de la profession et des acteurs qui étaient déjà en place, qui fait que la problématique qu'on a eue, c'était pas de nous faire connaître, c'était de convaincre de la pertinence de ce qu'on avait à proposer, de rassurer en quelque sorte. Tu t'imagines, du jour au lendemain, tu as un acteur qui n'existait pas et qui est partout. Et tu l'as dit tout à l'heure, tu es avocat, tu fais tes recherches sur Google, tu tombes une fois sur Doctrine, 2 fois sur Doctrine, 3 fois sur Doctrine. Tu viens pour le contenu. Tu viens pas pour le contenant. Et en plus, tu vois à droite, à gauche qu'on essaye de comprendre ce qu'est Doctrine, c'est quoi cette bête étrange, comment ça fonctionne, c'est quoi la black box de l'intelligence artificielle. Et donc tout le contenu qu'on a toujours créé a servi à rassurer, à créer quelque chose qui est indispensable quand tu es entrepreneur et quand tu fais du marketing, créer de la confiance. Et le format vidéo le plus emblématique qu'on a fait, c'est une série qui s'appelle Je le jure, qu'on a lancé, c'était un test, on ne savait pas ce que ça allait donner, et qui, 30-40 épisodes plus tard, a fait 4 millions de vues. Ah ouais. Ouais. Mais pour la simple et bonne raison que on ne parle pas de doctrine dedans. Si tu regardes les vidéos, à aucun moment on parle de doctrine. C'est juste un avocat, face caméra, qui parle de son métier, de sa vocation, de sa profession, de pourquoi il se lève pour faire ça tous les matins. Et on a une chance inouïe chez Doctrine, parce que les avocats, enfin je veux dire, c'est la version moderne du chevalier. Hein. Il est là pour défendre la veuve, l'orphelin, l'opprimé. Donc c'est des gens qui sont habités par leur métier, habités par leur vocation. Donc donne un micro à un avocat, mais t'es sûr de passer un moment incroyable. Ouais. C'est riche d'anecdotes, c'est très émotionnel. Et donc, ce qu'on a tout simplement fait, c'est à un moment où on a vécu une grosse crise de confiance sur le marché, Doctrine avait 1 an et demi, 2 ans, où on s'est vraiment dit, ok, là, si on réagit pas rapidement, dans 6 mois, on est tous au chômage. On a eu la chance de pouvoir travailler avec les plus grands ténors du barreau, à qui on a proposé un format qui n'existait pas. On a juste dit, voilà, je mets face caméra et raconte-moi ta vie. On a eu des heures et des heures de rush qu'on a monté en épisodes thématiques et qu'on a diffusé. On s'est fait un peu kiffer, on l'a fait un peu ambiance Netflix, avec un épisode sorti chaque semaine et la possibilité de binge-watcher tout sur un site, en mettant juste, très simplement, très sobrement, à la fin de la vidéo, le logo Doctrine. Et donc, ce qui s'est passé quand on a fait ça, c'est que l'avocat, le juriste, promoteur ou détracteur de Doctrine, il ne pouvait pas ne pas adhérer à ce qu'était cette vidéo, ce qu'était le fond et la forme de la vidéo. Et y associer ensuite Doctrine. Et c'était ça la finalité. Ouais. Montrer que Doctrine était aux côtés de la profession, mais de la mission et de la vocation de la profession. On n'est pas des vendeurs de tapis. Le droit, c'est une matière vivante, c'est une matière qui est critique, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Et ce contenu nous a permis de rapidement recréer de la confiance et de se faire l'écho de ce qu'était le SEO. Donc, une fois qu'on a réussi à mettre ça en place et qu'on a compris comment ça marchait et qu'on a compris comment on pouvait faire passer cette création de contenu à l'échelle, pour en parler si tu veux, on avait les 2 pendants de ce qui était du coup une stratégie d'acquisition réussie. Les gens venaient pour le contenu avec le SEO et restaient pour le contenant Doctrine, parce qu'ils se reconnaissaient aussi dans ce qu'était la mission de l'entreprise. C'est quoi un peu, d'un point de vue acquisition, les grosses étapes, tu vois, par lesquelles t'es passé si tu devais un peu diviser les gros chapitres sur ce sujet? Très bonne question. J'aurais pu me le faire en note avec, bien sûr, les années par année. C'est super intéressant. En gros, j'arrive 2019. Il y a quand même des trucs en place. Hein. On a 50 000 clients. En acquisition, on a du coup du payant en search, en méta qui commence un peu à faire. On a un tout petit peu de SEO, on va dire, avec un petit blog qui démarre. Quelques affiliés, quelques comparateurs, médias, etc. Le site web, bien sûr.
C'était un peu nos premiers axes et on va dire en brand marketing, ce que Marion a récupéré derrière, des meet-up. Donc en fait, au début, on faisait pas vraiment de awareness, télé, etc. Bien sûr, dès le début, même radio. Et c'était vraiment l'écosystème et créer des rencontres, créer une communauté autour de meet-up qui était même pas organisée dans nos locaux, qui était même pas avec des gens de Conto. Enfin, c'était juste nous qui organisions et qui animions. Donc c'est ça le début. Moi, mon but, en fait, ça a été de pousser chaque canal à son maximum quand il y avait du potentiel. Et j'arrive avec cette double casquette de scaler la France. Enfin, on avait fait un peu le 0 to 1 en faisant 0 à 50 000. Donc, c'est comment tu passes aux 500 000, justement, et comment tu développes les pays. Du coup, il y a la phase... optimisation, en tout cas scale des canaux existants qui performent bien. Donc on va dire le paid, où je staffe l'équipe en interne ou en externe pour grandir petit à petit tout en maîtrisant mon coût d'acquisition sur le search, sur Meta et sur d'autres réseaux sociaux in fine qu'on ouvrait petit à petit, ou YouTube, etc. Donc en fait on ouvrait certains canaux, on les testait, on voyait le CAC, etc. L'affiliation, je recrute un affiliate manager parce que ça demande beaucoup de temps et je sens qu'il y a du potentiel. Donc recrutement, farming, etc. Le site web qui reste hyper central pour bosser aussi avec l'équipe produit. Et en SEO, là, je recrute quelqu'un de senior et on staff en copywriting. C'est marrant, en SEO, on se développe beaucoup sur d'abord on a de la chance, des requêtes chaudes. Ouvrir un compte pro SASU, déposer son capital, carte bancaire. Donc, on fait plutôt des pages business. Et ensuite, on va remonter sur l'awareness, sur le blog et sur des contenus plus informationnels pour alimenter un peu ton funnel en amont. Mais on a d'abord commencé par tout ce qui était business, ce qui nous a servi en SIA, parce qu'en fait, c'est les mêmes mots-clés. Donc, c'est les mêmes pages, si elles sont bien faites. Et qu'en plus, nous, on était vraiment sur le SXO, donc faire que ça soit du SEO, mais qui convertisse. En vrai, on les utilisait à fond dans le paid, donc ça double... Donc, c'était ça, mon premier truc. Ensuite, ouvrir les marchés. Donc, comment, en fait, au début, j'intègre dans les équipes toutes les compétences. J'étais plutôt par canal. Et en fait, au bout d'un moment, je me rends compte que ça marche pas parce qu'en fait, on donne pas assez la chance aux équipes, aux autres pays. On reste sur la France et j'ai beaucoup de Français dans mon équipe. Et c'est facile, la France... t'augmentes de 10%, bah en fait, tu pars pas de la même baseline, c'était 80% de notre acquisition à la base. Donc, je commence sur des canaux qui font sens à mettre des équipes, enfin pas des personnes qui gèrent l'Allemagne, qui gèrent l'Italie, qui gèrent l'Espagne en paid ou en SEO avec des copywriters différents pour avoir cette touche locale. Mieux parler aux équipes aussi locales. Qui nous ramènent les insights, qui nous challenge, que nous on leur montre les perfs et qu'on échange en fait avec eux. Donc j'avais un grand enjeu de localisation parce qu'en fait c'est pas un produit où tu traduis et t'y vas facilement quoi. Il faut vraiment comprendre ce qui marche pas. Il y a pas les mêmes concurrents, il y a pas les mêmes prospects. Donc ça c'était un peu ma deuxième année chez Conto, enfin ma deuxième année, mais ça c'était mes 6 premiers mois ce que j'ai expliqué. Ensuite c'est 6 mois d'après en mode ok, en fait c'est difficile. À l'international. Il faut vraiment penser le pays, bien connaître les trucs. Il y a des canaux qui marchent moins bien qu'en France, il y en a qui marchent mieux. Comment est-ce que j'adapte en fait chacun de mes canaux là-dessus? C'est juste, je fais un tout petit commentaire par rapport à ça, mais tu dis c'est difficile l'international. Je pense que la plupart des gens ne se rendent pas compte à quel point c'est difficile. Souvent, tu vois, nous on bosse avec plein de clients qui essayent de s'ouvrir à l'international. Et c'est un peu vu comme une formalité, tu vois. Bon, bah en fait, on va juste ouvrir des canaux, etc. à l'international. C'est dur. C'est dur et je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui se rendent pas compte à quel point effectivement le fait d'ouvrir des nouveaux pays, c'est compliqué, quoi. J'imagine que ça peut dépendre des industries, de ton offre et tout. Et quoique, parce que parfois je dis oui, on vend pas des robes rouges ou des chaussettes, mais peut-être que même les chaussettes, c'est pas les mêmes que tu vends en Espagne qu'en France, qu'en Italie et tout. Mais oui, au début, tu peux avoir des wins faciles parce que tu connais ce qui marche bien et tu vas. Mais tu vas vite atteindre un palier. Et il y a la culture, les concurrents. En plus, nous, c'est un marché très réglementé. En plus. Donc, en fait, on y va sans IBAN local au début. Mais en vrai, c'était pas des bloqueurs. Mais une fois qu'on a débloqué des choses,
tu te rends compte que je me dis, mais comment on a fait pour acquérir les 2000 premiers nouveaux clients en Allemagne avec un IBAN français? Donc, bien sûr, c'était des entreprises françaises qui nous connaissaient souvent. Enfin, t'as une explication. Mais c'est assez marrant, quoi. Et en effet, ce qui nous a beaucoup aidé, c'était quand même d'avoir des country managers de chaque pays qui avaient un sales, un marketing et un partenariat. C'était tous un peu organisé pareil. Tout le monde était à Paris, à la base. Et ça nous a beaucoup aidé au début pour échanger, pour challenger la stratégie, déployer un peu localement. Puis après, bien sûr, ces équipes ont grandi. Elles se sont implantées localement pour être vraiment au cœur de l'écosystème fintech, au cœur un peu du lobbyisme, s'il y en a potentiellement de la banque ou de la néobanque. Puisqu'on ne peut pas forcément dire qu'on est néobanque, on n'a pas l'agrément de crédit, mais on fait toutes les opérations bancaires du quotidien. Oui. Donc, compte pro, etc. Ouais. Donc, je sais plus où j'en étais. Donc, ça, c'était cette phase. Ensuite, en effet, pour être encore plus local, comme je disais, on s'installe, on ouvre des bureaux. En parallèle, Conto, comme je disais, on s'est créé sur les créateurs, les indépendants. L'idée, c'est d'aller up market, donc de servir de plus en plus les TPE, les PME. Donc là, l'offre s'enrichit avec le produit. Des cartes en métal, des sujets de invoicing, d'aide à la pré-compta, de la gestion des dépenses, des notes de frais, etc. Ce qui nous permet d'aller plus au marché. Mais en fait, là, je me rends compte que mes canaux initiaux ne marchent pas pour les SMBs. Enfin, c'est pas du tout la même chose. Même si c'est pas du grand compte, j'ai besoin d'aller à des événements physiques, j'ai besoin... le cycle de vente est plus long, j'ai besoin qu'ils parlent à des commerciaux, donc il faut que je revoie un peu mes KPI, mon funnel, mes canaux d'acquise. Donc je me dis, on va lancer des listes qu'on va enrichir, etc. Un peu de l'outbound. Et là, je suis un petit peu seule au monde à ce moment-là, parce que boîte très product, stratégie d'acquisition très product-led growth, self-service. Et du coup, on le met en place petit à petit avec un champion dans l'équipe sales qui va aller là-dessus, puis parfois de l'aide externe, etc. Donc ça, c'est up market. Oui, puis excuse-moi, il y a aussi un sujet qui est effectivement le fait de faire ce shift. Tu te retrouves dans une situation où c'est un peu du mass market, même si c'est du B2B, mais c'est le mass market du B2B, quoi. Avec des CAC, j'imagine, très intéressants, etc. Tu peux voir ton CAC payback assez rapidement. Et puis là, du coup, en fait... tu te retrouves à avoir moins de leads, des CAC beaucoup plus élevés. Et du coup, quand tu as été habitué un peu à goûter la perf pure, là, j'imagine que ça va être la frustration, quoi. C'est ça, exactement. Et en plus, ce que je pense j'ai négligé à ce moment-là, c'était un peu le change management de... En fait, avant, on regardait les contract sign. Parce que au début, 3 offres, 9, 19, 29, donc c'était pas hyper différencié. Après, on avait un line-up solo, un line-up enterprise. Donc en fait, on pouvait avoir un ARPU qui allait du simple au x20, x100 en fait. Bien sûr. Donc ce que je disais tout le temps, c'était un contract sign et pas un contract sign. Donc j'ai mis la notion de valeur, etc. Mais dans les changements, ça a pris quasiment qu'en 2023 en fait ce concept, et moi je l'avais déjà en tête en 2021. Mais quand tu dis le changement, c'est dans les KPI, dans les reporting, dans les réflexes des gens, c'était vraiment tout le temps volume de top line de contract sign, top line de CAC, et j'étais en mode mais en fait si je ramène tel segment d'entreprise, tel plan, c'est différent. Sur ma ligne de revenus derrière, je suis prête à payer beaucoup plus pour eux et beaucoup moins pour les autres, donc il faut que je fasse attention. Faire trop de moyenne, en fait, c'est compliqué. Oui. Et moi, je l'avais dans mes petits dashboards, mais je l'avais pas, en fait, je trouve, assez mis au top management, communiquer, travailler avec l'équipe finance là-dessus. Mais c'est venu petit à petit, et du coup là c'était après, quand on l'avait, c'était super, parce que bon, après je me faisais beaucoup challenger sur il n'y a pas assez de 10+ et de ce plan là et j'étais en mode, est-ce que vous préférez que je les mette à un plan plus bas et qu'ensuite on les upsell, que ne pas les avoir du tout? Non mais c'est de la négo, mais après en vrai c'est ça qui était assez intéressant, le shift de KPI de volume à valeur. Parce que in fine,
ta North Star, c'est ton ARR. Bah oui. Mais bien sûr, il y a ta part de marché. Donc, on veut qu'on continue à faire du volume. On veut pas décroître. Mais en fait, on veut ramener 10 entreprises de 50 salariés. Ça vaut, je sais pas combien d'ailleurs, on n'avait pas fait les calculs, mais peut-être 100 freelance ou 200 freelance en fait. Puis je pense aussi que vous, alors c'est une supposition, hein, tu me dis si, voilà, mais vous adressez des petites boîtes en grande majorité. Ben derrière aussi, effectivement, ton revenu, il va aussi dépendre de est-ce que cette boîte elle fait faillite, est-ce que cette boîte elle grossit, et ça c'est des choses qui sont mais complètement en dehors de, tu vois, de tous les efforts marketing que tu peux faire en fait. Donc tu vois, je pense qu'il y a aussi ce biais-là de bah oui, mais en fait cette personne-là, peut-être qu'en fait elle va ramener plus de, et en fait ça dépasse complètement bah toi ce que tu peux faire quoi. Ça je l'ai vu beaucoup. Bah avant j'étais aussi chez Captain Contrat, donc Legal Tech, voilà. Beaucoup les créateurs. Pour création de statut de boîte, bah, en fait, j'ai pas les chiffres en tête, mais 50% des boîtes ne font pas 1 ou 2 ans. Donc en vrai, même sur les dépôts de capital et les créateurs, on était sur des gens qui faisaient quand même des SASU et tout, donc il y avait quand même des chances que ça se développe. Mais oui, il y a beaucoup qui mouraient au bout d'un moment en fait. Donc t'as un peu un churn naturel du truc. Après, t'as quand même beaucoup qui se développent. Et ça, c'est intéressant de grandir avec l'entreprise. Mais du coup, tu peux rentrer avec un ARPU faible, mais en fait, il va augmenter dans le temps, tu vois, c'est ça Exactement. Aussi le truc. Et puis, tu as le truc du self-service, où même si tu t'essayes de maximiser l'activation, tu essayes de montrer le bon plan, d'avoir le forfait, enfin, le plan, c'est le forfait, qui va au mieux avec ton activité. En vrai, dès que je faisais des interviews clients, ils étaient en mode « Ah, je suis bloqué sur la carte, elle fait pas ça. » Je fais « Tu sais qu'il y a une carte qui coûte 2 € de plus et en fait, ton plafond, il fait x4. » Ah, ben je savais pas et tout. Et en fait, tu te rends compte qu'en self-service, il faut vraiment bien détecter les signaux sans être trop pushy commercialement. Mais en fait, il y avait des opportunités commerciales énormes. En fait, ce qu'on voyait bien sûr, c'était tous ceux qui avaient eu un sales au téléphone étaient mieux orientés, je pense, sur le bon plan, mieux onboardés sur comment utiliser Conto. Et il y avait une stickiness meilleure. Après, bon, c'est toujours la foule à poule parce qu'on envoyait les plus gros leads aux sales. Oui. Mais quand même, en fait, on avait fait un peu un AB parce qu'il y avait aussi des gros leads qui s'onboardaient tout seuls. Ça, c'est trop cool, on ne demandait rien et ils faisaient. Clairement. La stickiness était un petit peu moindre. Ouais. Mais après, je pense qu'il y a aussi un sujet. Tu vois, ça, c'est un point que je trouve particulièrement sous-coté ou enfin un peu mis de côté par beaucoup de boîtes, c'est la visibilité de l'offre. Et notamment, tu sais, quand tu as différents plans, la personne, elle va peut-être rentrer par le premier, mais il y a un potentiel d'upsell sur les autres qui est évident. Mais parce que les autres, tu vois, par exemple, ce que tu gagnes à prendre le plan suivant n'est pas visible sur ton offre actuelle, bah du coup jamais t'upsell en fait. Alors que le simple fait de, tu sais, moi je trouve une boîte qui fait ça très bien, c'est Canva. Tu sais que Canva, toutes les features sont accessibles, même quand t'as le plus petit plan, mais par contre toutes les features auxquelles t'as pas accès sont cadenassées. Mais du coup tu vois si tu prends le plan suivant, tu vois à quoi t'as accès en fait. Et c'est hyper intéressant, ça j'adore. Moi j'adore, c'est vraiment du product-led growth. Complètement. Mais drivé par le produit. Exactement. C'était un peu une de mes frustrations chez Conto et au début, et en fait ça, on a vraiment, je trouve, très bien fait le move. Aussi par je pense des sujets de taille, c'est-à-dire qu'au début, on avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à construire et on était vraiment sur la satisfaction client, NPS. Donc je trouvais que les équipes produits étaient trop parfois product, satisfaction client et pas assez business alors qu'il y avait plein de trucs à faire. Mais complètement. Parce que c'est du self-onboarding et tout, d'activation et tout. Et on a fait un shift, je trouve, 2022 et tout. Et là, ils ont vraiment pris en leur mettant des KPI, les bons KPI derrière et tout. Et on a fait ça. Parce qu'en fait, c'était pas visible, nous aussi, l'upsell. C'était genre dans tes paramètres où tu voyais ton plan et ta facturation et t'avais, au fait, il y avait aussi celui-là et celui-là. Et donc après, en effet, on a mis des cadenas. En gros, tout était visible. Bah oui. Tu peux voir que tu peux faire de l'invoicing, tu peux voir que tu peux inviter ton comptable, tu peux voir que tu peux... Mais sauf que c'est pas faisable. Ou alors, ce qu'on faisait, c'est par exemple, quand on a lancé l'invoicing, t'as 2 invoices gratuites. Ouais. Et après, c'est le pied dans la porte. Voilà, c'est le pied dans la porte.
Ouais. Mais je trouve ça hyper intéressant de travailler aussi. Moi, j'adorais essayer de travailler avec le produit. On a bossé avec eux pour le programme de parrainage aussi et tout. Il y a tellement de choses à faire dans ces services-là pour créer des loops, essayer de trouver les bons moments. Mais il y a des conflits parce qu'à un moment, tu veux aussi que la plateforme fonctionne. Tu veux le NPS, donc faut pas être trop pushy, mais en même temps, il y a des signaux, donc faut trouver le bon moment, les bons trucs. Et c'était des discussions super intéressantes. Ça nous a vraiment aidé à améliorer l'upsell, ce que tu dis. Ouais. Mais du coup, tu vois, pour moi, ça rentrait dans ton scope, cette partie-là, parce que pour moi, on sort un peu du scope acquisition, clairement. Tu vois. Non, oui, clairement, on sort du scope acquisition, donc c'était plutôt de l'influence, on va dire. Ouais, d'accord. Moi, en vrai, mon KPI, c'était le volume de contract sign, puis ensuite la valeur, ou en tout cas le volume par segment ou par plan. Et d'ailleurs, même là, mais tu vois, c'est là où on se rend compte que c'est toujours difficile d'avoir des scopes très définis parce que moi j'ai mes canaux, mais le funnel de conversion c'était le produit parce que normal, règlement bancaire et tout, enfin à un moment je peux pas, il faut que ça soit très product. Bien sûr. Donc il faut que j'influence ces équipes là. Il y a les sales aussi qui sont pas du tout dans mon équipe, donc comment est-ce que je travaille avec eux. Et après moi mon intérêt c'est ma LTV CAC. C'est de pouvoir, c'est ma payback window. Donc, en gros, si j'ai le meilleur plan derrière, si j'ai plus de stickiness et que je fais pas de l'acquisition d'un panier percé, j'ai plus d'argent potentiellement à réinvestir derrière. Et à donner à Marion. Donner à Marion pour faire de la télé. Non, mais et du coup, c'est un peu les trucs. Et puis après, moi, je suis très intéressée aussi par ces sujets-là, etc. Et par exemple sur le référent, le parrainage, c'était un sujet où je trouvais qu'on avait un énorme potentiel. Au début, on a juste fait un truc un peu de base, 10-10. Comme on avait un bon NPS, ça marchait, mais pareil, il était caché. Comment est-ce que tu rends ton offre visible et là, en fait, là, tu as besoin du produit. Je peux pas y toucher, moi, toute seule. C'est vrai que le referral est un super exemple parce que c'est un sujet d'acquisition et en même temps c'est un sujet product. C'est un sujet produit, c'est lié à ton billing, c'est dans ton produit. Je suis d'accord, c'est le bon exemple. Sauf si t'arrives avec une solution externe, j'ai jamais fait ça. Mais là, nous, on avait tout fait en interne. Et du coup, même une solution externe, faut la plugger dans ton produit. Faut la plugger, en effet, en tech. Après, par contre, t'as plus d'autonomie. Parce que du coup, tu peux utiliser cette solution externe. Toi, tu pourrais l'utiliser et te faire tes bidouillages. Mais à la fin, il faut que ce soit intégré dans le produit. Et les sujets d'activation, c'est ta team ? Non. Et c'était la team. Je pouvais pas tout avoir. Là, c'était déjà un énorme scope. C'est team product également ? Ou il y avait une team growth et c'était la team growth ? Du coup, il y avait une équipe. En fait, moi, j'étais acquisition. En fait, on a fait le funnel. Marion, brand awareness, moi, acquisition. Et ensuite, il y avait revenu growth qui avait les ops de toute la growth et le CRM, etc. Et du coup, c'est vrai que c'était un mix parce que c'était du CRM avec de l'emailing, des push notifs et tout. Mais pour avoir les push notifs ou les pop-up dans le produit, il faut avoir l'aide du produit. Et en fait, c'était vraiment aussi avec le produit. Et en fait, on avait une team produit, donc une squad CFT, nous on appelait ça, qui s'appelait onboarding. Et en fait, qui avait le register, donc le funnel, et qui avait l'activation. Et en fait, leur KPI, c'était le taux de conversion du funnel et le taux d'activation. Mais pareil, 2022, le switch, et ça a vraiment aidé derrière. Parce qu'au début, on était vraiment acquisition pure, et on a eu des énormes wins en se focusant sur ce qui se passait derrière. Bah oui. Et tu dis le taux d'activation, c'est quoi l'événement d'activation ? Oui. Alors justement, on a eu la chance au bout d'un moment aussi d'être grand et d'avoir des data scientists qui nous aident à trouver les corrélations. D'accord. Nous, c'était vraiment, je commande ma carte bancaire et j'ai mon premier paiement en carte bancaire ou j'ai mon premier virement, j'alimente mon compte. En fait, tu avais le top-up parce que compte si tu mets 0 € sur ton compte, on peut pas te prélever. On n'est pas justement institution de crédit. On n'était pas. Faut que j'en parle au passé, ça y est, ça fait 6 mois. Mais donc du coup, on a ce sujet-là de mettre de l'argent pour pouvoir faire tes premières opérations, payer tes fournisseurs, payer tes salaires, etc. Et utiliser la carte, c'était un bon levier. Faire ta première facture. En fait, on avait identifié quelques trucs clés, mais c'était surtout le top-up et la carte qui était très importante de mémoire.
Et en gros, il fallait qu'il y ait au moins une opération dans les 30 premiers jours. Surtout qu'on avait 30 jours gratuits, en fait. Ouais. Mais en fait, c'était pas utilisé pour... on n'avait pas genre 10% d'activation. Tout le monde le prenait en mode gratuit. Ça reste quand même... T'as un funnel à faire avant où tu dois faire ton KYC, donc ta carte d'identité, ton sirène, ton KYB, montrer que t'es patte blanche. Donc c'est pas... Il y avait quand même des barrières. Les barrières, elles sont costauds, ouais. Parce qu'en plus, le KYC, c'est tu dois noter Conto sur ton papier, le porter à côté de ta tête. Oui, maintenant, c'est ça. Mais, et ça, on l'a développé J'ai aussi. dû en refaire un il y a quelques semaines, là, et du coup, j'ai dû faire mon petit papier Conto et tout. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, au début, on était, puis on a des contraintes réglementaires, mais t'es très, t'essayes de maximiser ton acquisition. Donc, normalement, c'est frictionless funnel. Donc, t'essayes d'enlever les frictions. Bah oui. Mais en fait, si t'enlèves trop de frictions, t'as des fraudeurs, t'as des gens pas OK. Et tu perds de l'argent à les acquérir. Ton algo comprend pas et dit, bah, si je t'ai envoyé 1000 gus ce mois-ci, tu devrais être content. Et en fait, sur tes 1000, il y en a 700 qui sont OK et 300 pas OK. Oui, le derrière, c'est trouver le bon niveau de friction, en fait. Ouais, et tu perds de l'argent parce que tu dois les offboarder, tu dois détecter. Donc en ops, tu perdais de l'argent aussi. Donc c'est toujours c'est quoi le bon niveau, le bon équilibre. Et du coup, à un moment, on a vraiment mis en place un truc qui s'appelait Unfido. Donc en fait, plus ça allait, plus on faisait les vérifications avant le contract sign. Et in fine, c'était bénéfique pour tout le monde parce que mon algo avait les meilleures personnes. On détectait avant des mauvais candidats et on perdait moins d'argent en ops et du coup l'activation était meilleure. Et au final, on n'a pas trop perdu en volume. Et ce qu'on perdait en volume, c'était des gens pas forcément bons. Donc en fait... tu t'y retrouves. À la fin, tu fais ton équilibre. Oui. Bon, sauf que la finance voit 1000 l'année et 900 l'année d'après, et donc ils sont pas contents. Et t'es en mode, bah si, mais en fait, on a enlevé 20%. En fait, il y a de la croissance parce qu'on a enlevé 20% de fraudeurs, mais on a gagné 10%. Ouais. Mais oui. Faut expliquer ces baselines-là quand t'as un gros changement dans ton setup, quoi. Oui. Puis encore une fois, c'est lié à des éléments réglementaires, etc. Donc à la fin, bon. Voilà. Déjà, t'es obligé, donc il n'y a pas le choix. Vous, aujourd'hui, vous avez un gros focus sur tout ce qui est acquisition organique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Les acquisitions, en fait, elles répondent à chaque fois au même ADN. C'est-à-dire qu'il y a une vraie histoire de fit. Tu vois, donc quand on rachète une entreprise, il faut que ce soit à chaque fois un ERP métier. Ça, c'est hyper important pour la culture de l'entreprise, pour que ça fit vraiment. Il y a un rapport aussi au leadership qui est là, on va pas se mentir, hein. On rachète en général soit le numéro 1, soit le numéro 2, le numéro 3 du marché, de niche. De temps en temps, tu as une entreprise un peu surprenante qu'on va racheter parce que c'est vraiment par opportunité, qui correspond pas forcément à ces critères, et c'est comme c'est la vie du business. Mais globalement, voilà, c'est ce type d'acquisition qu'on fait. Donc tu vois, c'est des boîtes qui ont en général entre 5 et 15 ans, tu vois. Avec des parcours des fois un peu différents, mais qui au fond ont un peu le même ADN. Ok. Je reviens sur le playbook marketing / growth. Côté acquisition client, cette fois-ci, donc pour chacune de ces entités, les leviers qu'elles utilisent pour acquérir les clients, est-ce que du coup, sur chacune des entités, c'est un playbook différent, ou est-ce que justement, l'objectif, c'est d'arriver à développer le même type de playbook pour chacune. C'est un peu plus ça, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir des choses assez standards, tu vois. Mais on s'applique aussi les lois de notre propre positionnement, où tu sais, je te disais qu'on était un acteur orienté métier, et nous aussi, au marketing, on doit s'adapter aux entreprises qu'on rachète. Donc tu vois, sur certaines verticales, on sait très bien que l'impact du digital sera un peu moins fort, tu vois. On sait que sur d'autres verticales, la téléprospection, no way, ça fonctionne pas. Tu vois. Donc on essaie de s'adapter, inbound, outbound, etc. Avec un standard, une idée un peu générique, une vision un peu globale, si tu veux, de ce qui fonctionne bien en marketing, et notamment digital et en sales. Et après, on s'adapte au marché. Votre split inbound, outbound, tu dirais que c'est quoi, globalement ? Aujourd'hui, il est très, très, très inbound. Il est quasiment 80% inbound et 20% outbound. Et le split inbound ? C'est quoi vos leviers principaux ? On est très, tu vois, SEO, blog à fond, contenu premium, webinar, voilà. Ça fonctionne très, 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 très bien. Alors, je te disais tout à l'heure par rapport au rebranding, mon petit regret peut-être, ça aurait été
On aurait dû accélérer un petit peu plus sur l'outbound pour compenser la perte de l'inbound. Oui. Et de toute façon, in fine, 80-20, c'est un peu beaucoup pour l'inbound. Voilà. Donc l'idée, c'est d'équilibrer un petit peu plus. Oui, en même temps, j'ai envie de dire, surtout si votre inbound, c'est du SEO, c'est pas... Enfin, c'est un asset quand même, le SEO, donc c'est quand même une force. Moi, j'ai le sentiment plutôt que là, aujourd'hui, bon, c'est quand même un bon problème d'avoir ce problème-là, d'avoir majoritairement du SEO, non, tu penses pas ? Ouais, mais tu sais, on en a jamais assez. Non, mais ça, je suis d'accord. C'est ça. Et, si tu veux, moi, j'aime bien me dire que il faut maîtriser le plus de choses possible. Et c'est ce que je disais à la Business Academy. Il y a un côté peut-être good guy, bad guy. Good guy dans l'inbound. On est très gentil quand on fait de l'inbound, en fait. C'est vrai, t'as raison. On est très gentil, on écrit du contenu, on attend que le prospect vienne à nous. Ouais. S'il vient pas tout de On suite, veut pas l'agresser. Voilà, on veut pas le déranger. C'est bien, tu vois. Et ça, c'est ma casquette de CMO à fond. Et quand je suis arrivé chez Orisha, j'ai poussé comme un malade l'inbound et on a fait des bons progrès grâce aux équipes. Et quand j'ai pris la casquette aussi sales, tu sais, je me suis un peu mis le côté obscur de la force. Exactement. Et plutôt en mode, non mais attendez, on va aussi prendre plus notre destin entre nos mains, on va faire de l'interception et on va aussi aller rentrer en conversation avec nos prospects et leur demander un peu plus tôt s'ils n'ont pas un projet et qu'ils ne feraient pas avec nous. Voilà. Et donc, on essaie d'avoir des équipes de plus en plus tournées SDR ou outbound automatisées avec tout ce qu'on connaît autour du cold outreach, etc. Pour être un peu moins dépendant de l'inbound et aussi pour avoir cette mentalité, tu sais, un peu plus orientée à pas bad guy, mais tu vois ce que je veux dire, un peu plus chasse. Oui, complètement. Et je trouve que c'est aussi un bon message envoyé aussi au marché et aussi à nos concurrents. Ah non, mais complètement. Enfin... bad guy, c'est une caricature. En vrai, je suis pas du tout d'accord pour dire que quand tu vas chasser des bad guys, je vois un peu l'image. En fait, je vois surtout l'image du good guy inbound. En fait, c'est non mais moi je veux pas déranger, j'attends qu'on vienne à moi, etc. Il y a une réalité, c'est que si tu veux faire de la croissance, en fait, faut prendre ton téléphone, faut envoyer tes emails et faut y aller, quoi. Tu vois. Ça. Donc, on n'a rien sans rien. En fait, je trouve que c'est aussi un peu ça le message de l'outbound, tu vois. Mais en fait, on n'a rien sans rien. Donc, tu vas prendre le téléphone et tu vas y aller. Moi, je suis 100% d'accord avec ça. Et donc, là, vu le split, en fait, moi, j'avoue que, bon, du coup, j'ai vu les chiffres de votre split inbound outbound la semaine dernière, là, de la Business Academy. J'étais un peu surpris parce que quand on est une société comme la vôtre avec beaucoup d'acquisitions, etc., donc une entreprise, j'imagine aussi très axée sur la rentabilité, voilà. Ce type d'entreprise, généralement, c'est des entreprises qui sont très très portées sales, très portées chasse. Et du coup, moi, j'ai été surpris de me dire, ok, là, Orisha, on est sur le profil type de la boîte qui va chasser à fond. Et en fait, non. Et du coup, bon, le truc qui est bien, c'est que ça vous laisse de la marge pour aller à fond. C'est ça. Mais du coup, qu'est-ce qui explique, selon toi, ce truc-là ? J'ai une théorie. Je pense que tu as un peu la malédiction du leader. Tu sais, qui à un moment donné s'endort un petit peu. Ok. Tu vois, je vais le dire comme ça. Il n'y a aucun jugement. Je pense que c'est vraiment un constat assez factuel. C'est voilà, t'es leader, t'es dans le monde de l'ERP, t'as un churn qui est assez faible. J'ai envie de te dire, dans le confort. T'es dans le confort. Tu risques, t'as toujours un risque, mais il est assez limité. Et en fait, l'équipe commerciale, elle a peut-être la tentation de se dire, ok, le lead il vient assez naturellement. En plus, le marketing a bien progressé, donc il y a encore plus de leads entrants, donc ça sert plus à rien de prospecter. Je tire à grands traits, hein, évidemment, c'est pas comme ça dans toutes les équipes, mais et puis comme tu as une base installée qui est très solide, qui reste avec toi minimum 5 ans, on a des clients qu'on a depuis 15 ans, tu vois. Donc en fait, travailler ta base installée, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rentable pour un commercial. Tu vois. Et je le comprends, peut-être qu'à sa place, je ferais pareil. Mais à force, tu perds un peu cet esprit de chasse. Ouais, c'est ça. Et ce qui explique, à mon avis, c'est ma théorie, mais je pense qu'elle est assez vraie. Et ce qui fait que tu t'endors un peu.